Michel Sapin est notre invité, bonjour. Bonjour. Ministre des Finances et des Comptes Publics. Vous avez été le ministre du chômage, vous êtes maintenant le ministre de la dette. C'est pas facile, Michel Sapin. Non, rien n'est facile. D'ailleurs, si on était ministre pour traiter des choses faciles, beaucoup d'autres pourraient le faire. La dette, 2023 milliards d'euros. Combien la France emprunte-t-elle tous les jours? Bon, je vais pas on vous a le donner chiffre? Oui, bien sûr, il suffit de diviser par... Combien? Je ne peux pas vous le donner comme ça. 188 milliards en 2015. Oui, ça c'est au total. Donc vous voilà. divisez par le nombre de jours et vous avez fait votre travail de mémoire du matin. Mais la dette, c'est très exactement le reflet du passé. Parce que personne ne pense, je l'espère, personne ne pense que nous avons fait 2 milliards de dettes en l'espace de 2 ans. Non, la France a fait 2 milliards de dettes au cours de ces dernières années. 2000 milliards. 2000 milliards de dettes au cours de ces dernières années. Et tout particulièrement au cours de ces 15 dernières années. Sur les 2000 milliards de dettes qui pèsent sur nos épaules, sur mes épaules, parce que c'est moi qui suis aujourd'hui ministre des Finances, il y a 1000 milliards qui ont été créés entre 2002 et 2012. 2002, 2012. Il y en a 600 milliards qui ont été créés entre 2007 et 2012. Je ne dis pas ça pour polémiquer, puisque vous voyez bien que dans cette période-là, ça n'était pas mon parti qui était au pouvoir, mais pour rendre chacun plus modeste quand il commente le poids de la dette. Tout le monde est d'accord, tout le monde a creusé la dette de la France. Plus vite que d'autres, et pas nous. Les taux d'emprunt sont bas. Très bas. Et est-il vrai que la France est le pays d'Europe qui emprunte le plus? Non. Non, pas encore. Dans la zone euro, pas encore. Pas encore. Et il faut éviter que ce le soit. Donc, jusqu'à présent, vous avez l'un des 3 premiers, quoi. Oui, voilà, un des 3 premiers. Vous avez 3 grands pays qui empruntent beaucoup, d'abord parce qu'ils sont importants. L'Allemagne, la France et l'Italie. L'Italie, beaucoup trop. D'ailleurs, c'est le problème de l'Italie, c'est qu'elle est largement au-delà de 100% de dette. L'Allemagne, elle, a équilibré. Il faut qu'elle refinance sa dette ancienne, qui est très lourde. Et nous, il faut absolument, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons maîtriser nos déficits, maîtriser nos dépenses, sans pour autant augmenter les impôts, nous allons en parler. Et nous devrons l'année prochaine avoir un programme d'endettement important, mais qui ne sera pas supérieur à ceux qu'on a pu connaître, par exemple, dans les années 2010, lorsque d'autres géraient la France. Vous allez présenter les comptes publics de la France à Bruxelles, Michel Sapin, c'est normal. Vous allez encore demander à Bruxelles un assouplissement. Non. Non. Sur le déficit public, non. Non, à Pierre Moscovici, vous allez poser la question. C'est pas Pierre Moscovici. Pierre Moscovici est membre d'un collège, comme on dit. C'est la commission qui examinera, c'est l'ensemble. Et c'est pas parce qu'on est français, c'est pas parce qu'on est français que pour autant on doit avoir un œil plus bienveillant par rapport à son pays. Il n'aura pas d'œil plus bienveillant. Non, il aura pas l'œil plus bienveillant. Mais je voudrais revenir sur ce point-là. Parce que souvent on décrit, je le comprends, vous venez de le faire, la France va aller... Allez, c'est pas vos mots. Quémander auprès de Bruxelles, vous n'avez pas dit, mais certains parfois l'utilisent. On va y demander un délai supplémentaire. C'est pas la question fondamentale. La question fondamentale est la suivante. L'Europe, la zone euro ne se porte pas bien du point de vue économique. Et donc la France dans la zone euro ne se porte pas bien. Nous sommes exactement dans la moyenne des autres pays. Il y en a qui vont mieux, l'Allemagne, il y en a qui vont beaucoup moins bien que nous, l'Italie ou l'Espagne, mais nous sommes exactement dans la moyenne de la zone euro. La croissance est trop faible. Alors les Français savent pas très bien ce que c'est que la croissance. La croissance, c'est l'activité économique. Je vais y revenir. Oui, mais j'essaye quand même de répondre à votre... Donc la question que je vais poser à l'Europe, et que la France, au sein de l'Europe, pose, c'est comment fait-on pour que la croissance soit plus forte en Europe? Comment fait-on pour faire reculer le chômage en Europe? Vous ne tenez pas les objectifs présentés à Bruxelles. Aucun des pays aujourd'hui n'est en capacité de tenir ces objectifs. Je ne suis pas là pour parler des autres pays, je parle de la France. Mais moi je parle aussi de l'Europe dans la France. Oui, mais vous ne tenez pas vos objectifs. Est-ce que vous les tenez? J'essaie de vous décrire la situation. Est-ce que vous les tenez, vos objectifs? Non, pas l'objectif de 2014. Pourquoi? Vous ne le tenez pas. Mais pourquoi? Mais comme dans vous allez donc demander un assouplissement. Laissez-moi une seconde pour vous décrire les choses. Tout le monde prévoyait en Europe et en France une croissance supérieure à 1%. Je dis tout le monde, pas le gouvernement français, tout le monde. Quelle va être la réalité de la croissance en Europe? 0. Et de la croissance en France, 0,4%. Quand la croissance est plus faible, qu'est-ce qui se passe? Les impôts qui rentrent sont plus faibles. C'est très simple. Si vous avez moins d'activité, vous avez moins de TVA.
Et en plus, il y a moins d'inflation. Il n'y a quasiment pas d'inflation. Donc, ça veut dire que les prix eux-mêmes n'augmentent pas. Vous avez moins de TVA. Quand vous avez moins de TVA dans notre budget, quand dans les autres budgets, vous avez un déficit qui est plus élevé que celui qui était prévu. Voilà la réalité. Alors, je l'ai dit depuis le début. Oui, je regarde cette réalité en face, parce que si on ne regarde pas la réalité en face, on ne prend pas les bonnes décisions pour y remédier. Vous avez raison de regarder la vérité en face. D'ailleurs, regardons-la. Depuis des années, les gouvernements qui se succèdent ne font jamais les bonnes prévisions. J'ai regardé les chiffres depuis 2008. Les prévisions sont en dessous de ce qui se passe ensuite. Depuis 2008, par exemple, les déficits sont 47% plus élevés que les prévisions annoncées par les gouvernements successifs. Vous avez parfaitement raison, et vous avez raison de le dire. Pourquoi systématiquement vous nous annoncez de faux chiffres? Je partage totalement le point de vue tel que vous venez de l'exprimer. Et c'est pour ça que je dis que je souhaite qu'on regarde la vérité et la réalité en face, de manière à présenter des comptes, un budget. C'est ce que je fais. J'ai cette prétention. Peut-être que la réalité demain me démentira, mais j'ai cette prétention, au bon sens du terme, c'est de présenter des comptes qui sont des comptes sincères. Les hypothèses que je fais, même l'hypothèse de croissance pour l'année prochaine, qui paraît à certains optimistes, alors que quand on la prévoyait à 1,5%, elle paraissait réaliste, mais les hypothèses sur lesquelles je construis ce budget sont des hypothèses extrêmement réalistes. Je souhaite que ce soit, je dise la vérité. Je veux dire la vérité aux Français dans la construction de ce budget. Peut-être que ça change par rapport à d'autres avant, mais je souhaite que ce soit ainsi. Sinon, on est tout le temps en train de courir après des résultats qu'on n'atteint pas. Mais c'est insupportable pour les Français. Vous dites aux Français, il faut faire des efforts. C'est insupportable. Mais bien sûr. Mais je veux qu'on sorte de ce cercle-là. Je veux qu'on sorte de ce cercle-là. On demande aux Français des efforts. On leur dit, on va atteindre tel déficit. Nous sommes en 2014, on mais vous êtes au pouvoir depuis 2012. Et les Français... Depuis 2012, pardon, Michel Sapin, mais vos chiffres sont faux. Non, les chiffres ne sont pas faux, au sens où vos vous l'entendez. sont trop optimistes. Comme disait l'autre, toute prévision est difficile à faire, surtout quand elle concerne l'avenir. Vous êtes d'accord? Systématiquement. Si quelqu'un est capable de faire une prévision juste, je veux le rencontrer. Sont-elles systématiquement Seule la réalité le donne. Parce que c'était une manière de faire en sorte, c'était un objectif, de faire en sorte que le budget rentre dans les rails. Eh bien, aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Je dis les choses telles qu'elles sont, et c'est la raison pour laquelle... Oui. Monsieur Bourdin. Oui, Michel Sapin. J'ai dit au milieu de l'été, j'ai dit aux Français, l'objectif de déficit de cette année, il ne sera pas atteint, nous aurons un déficit de 4,4%. Je l'ai dit, je le redis. Ce sera le cas. Ce sera le cas. Je dis pour l'année prochaine, c'est pas la peine de promettre 3,5 ou 3,2%. Nous ne saurons pas le faire avec une trop faible croissance et une trop faible... Et je dis quoi? Vous les aviez fait, pardonnez-moi, il y a 1 an ou 2 ans. Hein. Et je dis, je suis ministre des Finances là, aujourd'hui. Et je dis 4,3% pour l'année prochaine. Certains me disent, oh là là, mais c'est une toute petite diminution du déficit. Eh bien, je préfère afficher cette diminution du déficit et l'atteindre avec, par ailleurs, un budget qui est construit de manière extrêmement sérieuse, aussi bien du côté des recettes, il n'y a pas d'impôt qui augmente, par exemple, sur le revenu des Français. Au contraire, il baisse, et du côté, bien sûr, des dépenses, parce que c'est le premier budget qui fait vraiment des économies un mot quand même encore sur ces chiffres, c'est le Haut Conseil des finances publiques, organe indépendant, qui juge vos chiffres de croissance de 1%, votre chiffre pour 2015, optimiste. C'est monsieur Migaud qui préside ce Haut Conseil des finances publiques, qui vous critique dans l'heure qui suit la présentation de votre budget. Je le comprends, parce que c'est très difficile de faire des prévisions. Vous le comprenez. Et il a plutôt envie d'éviter qu'ensuite on dise qu'il s'est trompé. Il a peut-être envie d'éviter que vous lui disiez à lui ce que vous venez de me dire à moi. Et donc c'est plus simple de dire qu'un chiffre est optimiste que de dire que ce chiffre est réaliste. Comme ça, on ne vous fait pas de critique ensuite. Je rappellerai simplement, parce que c'est difficile les prévisions, que le même Haut Conseil trouvait qu'une prévision de 1% pour cette année 2014 était une prévision réaliste, non susceptible d'être à la baisse. Eh bien évidemment, mais comme nous, comme d'autres, sur ce point-là, le Haut Conseil n'avait pas fait la bonne appréciation. Voilà, il est très utile ce Haut Conseil. C'est nous qui l'avons créé. C'est un organe indépendant. Ah oui, il est indépendant. Et donc il donne des orientations, il allume des feux clignotants. Il a raison de le faire. Par exemple, il nous dit, vous prévoyez 21 milliards d'économies, c'est bien, nous dit-il. Il dit, c'est d'ailleurs extrêmement ambitieux, c'est très nouveau, jamais la France n'a fait cela. Eh bien, il va falloir que vous les teniez, ces 21 milliards. Il a raison de nous dire cela. Alors justement, les économies,
ensuite nous parlerons des dépenses. Collectivité territoriale, baisse des dotations de 3,7 milliards d'euros. C'est-à-dire la baisse des dotations. L'État va moins aider les collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous attendez des collectivités territoriales? Moi, j'ai été président de région pendant des années. J'ai été maire d'une commune, la commune d'Argenton-sur-Creuse. J'en suis toujours conseiller municipal pendant des années et des années. Donc je sais combien les collectivités territoriales sont importantes, combien elles ont mis en œuvre un certain nombre de politiques nouvelles, combien elles peuvent rendre des services à la population. Par exemple, on a construit un nombre de crèches ou de haltes-garderies considérable. Mais je sais aussi que les dépenses des collectivités territoriales au cours de ces dernières années ont considérablement augmenté. Les dépenses en personnel? Les dépenses de fonctionnement ont considérablement augmenté. Ça n'est plus possible. Donc là, il y a des économies à faire. Au cours de ces dernières années, l'État a fait des efforts que les collectivités territoriales n'ont pas fait. L'État doit continuer à faire des efforts, mais les collectivités territoriales doivent faire aussi des efforts. Mais qu'est-ce que j'attends des collectivités territoriales? Qu'est-ce que j'attends de moi-même aussi, quand je suis responsable d'une collectivité territoriale? C'est que les efforts se fassent sur le fonctionnement et non pas sur l'investissement. Parce que l'investissement, c'est du travail pour les artisans, pour les entreprises locales. C'est aussi de la qualité de vie en plus pour les Français. On peut faire des économies de fonctionnement dans les collectivités territoriales comme nous le faisons dans l'État. Alors l'État et ses agents, 7 milliards et quelques d'économies, 7 milliards 7. La sécurité sociale, 10 milliards d'euros d'économies. Alors à la sécurité sociale, la santé, la famille, 700 millions. J'ai vu Valérie Giscard d'Estaing sur RTL qui nous dit « Ne touchez pas la politique familiale, c'est notre seule réussite ». Oui, mais c'est extraordinaire. Tous ceux qui nous demandent de faire des économies. D'ailleurs, les mêmes nous disent, quand vous dites 21 milliards, c'est pas suffisant, il faudrait faire 3 fois plus, ils nous disent. Au lieu, quand on dit 50 milliards, ils disent qu'il faudrait faire 150 milliards. Ils nous disent pas où, mais ils nous disent qu'il faut en faire plus, et à chaque fois que l'on propose des économies, ils nous disent non, pas là. Ah, c'est extraordinaire, ça. Il faut en faire plus, mais jamais là. Ce que nous demandons comme effort, par exemple dans la branche famille, est exactement proportionnel, un peu moins proportionnel par rapport à l'ensemble des dépenses de la branche famille. Le congé parental pour les mères. On ne peut faire des économies que si on fait des économies partout. Sinon, il y a toujours quelqu'un pour vous dire là il faut pas, et à ce moment-là on fait des économies nulle part. Alors justement, regardons précisément, parce qu'on n'a pas encore j'ai pas vraiment tout à fait compris. Le congé parental pour les mères réduit, il est de 3 ans, réduit. Il sera réduit ou pas? Parce qu'il est augmenté pour les hommes. Est-ce qu'il sera réduit? Oui, il sera réduit, oui. À combien? Il est augmenté pour les hommes. Le global, au total, c'est la même chose. Bon, donc il va être réduit de moitié. Il va être réduit de moitié pour les mères. Et nous souhaitons qu'il y ait une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Combien? Je pense que ça peut être, c'est 3 ans, vous divisez par 2, vous avez ce à quoi chacun dans un couple peut avoir droit. Ça veut dire que 18 mois pour chacun. Ça veut dire, oui, bien sûr, ça veut dire 18 mois pour chacun. Ça veut dire que dans la vie à venir, moi je le pense profondément, je suis plus en âge d'avoir de jeunes enfants, j'en ai eu 3, donc je suis un peu dans le couple modèle, si je puis dire, de ce point de vue-là, même si c'est 3 garçons, mais ça peut s'équilibrer d'une manière ou d'une autre, ensuite, dans la vie des familles, mais moi je souhaite profondément que le couple de demain, ce soit un couple où l'homme et la femme, à parité, s'occupent des enfants. Et donc, au bout du compte, le jour où l'homme et la femme auront la même durée de congé parental, il n'y aura pas d'économie. L'objectif n'est pas forcément seulement de faire des économies, c'est de faire en sorte qu'il y ait une parité entre l'homme et la femme, entre le père et la mère dans la capacité à accompagner. Parallèlement, j'ai vu les protestations de très nombreux auditeurs d'RMC. Vous augmentez l'AME de 70 millions d'euros. Oui, mais c'est quoi l'AME? C'est quoi l'AME? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'aide médicale d'État. Oui, et elle va vers qui? Elle va vers des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont aucune ressource. Qui n'ont aucune ressource, qui sont sans papier. Et aucune ressource. Et parce qu'ils seraient sans papier, on ne devrait pas les soigner. Mais je pense que vous auriez les mêmes auditeurs peut-être, ou d'autres auditeurs, qui viendraient se plaindre de ce qu'on laisse quoi. Mais on n'a pas le droit. Vous croyez qu'un médecin, vous croyez qu'un hôpital... C'est l'honneur de la France, l'AME. Mais c'est pas une histoire. Non, je vous dis ça parce que c'est très contesté. Mais j'entends cette contestation. Dans l'opposition. Mais j'entends très bien cette contestation, mais je ne la partage pas du tout. Vous imaginez, mais les mêmes qui la contestent, s'ils sont médecins, s'ils sont infirmiers ou infirmières, ils verraient cet homme, cette femme, ces enfants arriver à l'hôpital, ils diraient non, on ne soigne pas. Mais c'est même interdit.
c'est contraire aux engagements de ces professions. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est nécessaire. Il faut maîtriser évidemment l'immigration clandestine, mais lorsque quelqu'un est sur notre territoire, même si par ailleurs on doit le reconduire à la frontière, s'il est malade, il doit être soigné. Bien, je regardais la masse salariale de la fonction publique va quand même augmenter de 0,6%. Oui, mais malgré tout. Nous demandons un gros effort aux fonctionnaires. Là aussi, vous limitez. Nous demandons un gros effort. Est-ce que tout le monde sait Est-ce que tout le monde sait que le salaire des fonctionnaires est bloqué? Que ce qu'on appelle l'indice de la fonction publique est bloqué? Oui. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non, je ne le crois pas. Moi, je vois l'indice, l'évolution des salaires dans le privé. Quand même augmenté de 0,6% mécaniquement. Mais nous avons dans l'État, ça c'est globalement, c'est avec la collectivité, mais dans l'État, nous avons maîtrisé, non seulement maîtrisé, mais nous faisons en sorte que cette masse salariale, aujourd'hui, nous puissions faire des économies sur cette masse salariale. Il y aura même une diminution. Peut-être d'autres économies fortes à faire. Je ne sais pas, moi, à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental, par exemple? Là, vous allez leur poser la question. Ils auront des réponses pour montrer que, par ailleurs, ils sont utiles. Mais est-ce que je peux vous décrire quelques-unes des économies? Oui, allez-y, puis après je vous parlerai des recettes. Comment on fait dans une entreprise ou même dans un foyer pour faire des économies? J'entends souvent on me dit on fait des économies au rabot. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on insulte ce très bel instrument qui est un rabot qui permet de faire de très beaux travail de menuisier ou de charpentier. Mais non, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons que le parc immobilier lui-même, par exemple, soit mieux géré. On va vendre des bâtiments qui sont beaucoup trop chers. Pour combien? On va en vendre, je ne sais pas la somme là, mais on va en vendre. On va gérer de manière beaucoup moins onéreuse. On va beaucoup mieux gérer le parc informatique, de manière à faire des économies, non pas sur la quantité de dématérialisation, mais parce qu'on peut le gérer de manière beaucoup plus sérieuse. On peut faire fonctionner l'État mieux avec moins d'argent. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la première fois. Ayez ça en tête, parce que personne n'a ça en tête. L'année prochaine, en 2015, en bas de la colonne, là, sans faire des questions de valeur, de volume, personne n'y comprend rien. En bas de la colonne, dépenses de l'État, l'année prochaine, il y aura 1,8 milliard de moins que cette année. Ça n'est jamais arrivé. 1,8 milliard de moins que cette année. Ça n'est jamais arrivé. C'est un effort considérable. Il faut le faire, parce que c'est grâce à ces économies-là que nous finançons par ailleurs les priorités de l'État, l'éducation, la sécurité, la défense, dans les conditions actuelles où c'est absolument indispensable. 7 500 fonctionnaires de la défense en moins. Oui, mais ça, c'est des plans qui sont prévus, mais on tient absolument tous les engagements. En revanche, nous finançons les baisses d'impôts. Oui, alors les baisses d'impôts, on en a beaucoup parlé, mais je voudrais m'intéresser, moi, aux recettes. Augmentation de 3 € de la redevance audiovisuelle, c'est beaucoup plus important que l'inflation. Oui, bien sûr, évidemment. Prix du timbre, hausse de 7 à 10 centimes. Ça, le timbre, c'est une entreprise, c'est pas l'État. Hausse de 1% des tarifs d'envoi des colis, c'est toujours une entreprise. Taxe sur les diesels. Oui, ça 2 fois 2. Ça c'est 2 fois 2. Est-ce que les transporteurs routiers seront exonérés de ces 2 taxes? La deuxième, en tous les cas, celle qui est les 2 centimes sur la TIPPE, ils en sont effectivement aujourd'hui exonérés. Mais comme ils sont aujourd'hui exonérés de cette taxe. Carbone, plus 2 centimes, et la fameuse taxe... ils en sont... les deux taxes, ils seront exonérés des 2 taxes. Les transporteurs ne payent pas la TIPP d'autrefois. Ils ne la payent pas, et sur l'autre taxe, ils seront exonérés ou pas? Les deux font des augmentations de TIPPE, ils ne le payent pas. Donc ils sont exonérés sur les deux. Ils ne la payent pas aujourd'hui. Et il n'y a pas raison qu'ils ne la payent pas demain. Ils ne la paieront pas. Je peux revenir sur cette histoire des 2 centimes, parce que c'est normal que vous posiez cette question, et pour les gens, c'est tout à fait... Surtout avec le mondial de l'automobile. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Pourquoi est-ce que nous augmentons ces 2 centimes? Les 2 autres étaient prévus depuis de très longue date. Ils étaient votés il y a 2 ans. Ces 2 centimes-là, pourquoi? Parce que, vous savez qu'il y a eu une histoire de taxe poids lourds, etc., que nous avons repoussé. Et donc aujourd'hui, dans le budget des travaux d'investissement, la construction de routes, la construction de voies ferroviaires nouvelles, la construction de tramways, il manque de ce fait-là 800 millions. Est-ce qu'on allait refuser de faire ces travaux? Est-ce qu'on allait les reculer dans le temps alors qu'ils sont indispensables, qu'ils sont programmés, qu'ils sont là? C'est l'activité. Oui, mais tout le monde, mais en particulier, bien sûr, les camions et d'autres, mais pas seulement les camions. Donc aujourd'hui, nous allons faire des travaux. Mais vous étiez le premier à râler les uns et les autres contre la taxe. Je pose une question. Voilà. Donc nous avons, moi je suis responsable d'une chose, c'est que les travaux qui avaient été prévus doivent être faits.
Oui. Si nous ne les faisons pas, ce sont des milliers et des milliers de gens qui n'ont plus de boulot. Et ces travaux sont utiles. Je veux qu'ils soient faits. Donc je finance. Pour financer, il y a 2 centimes sur le gasoil. Ça fait les 800 millions qui manquaient. Ces 2 centimes, il n'y a pas une toute petite part qui ira dans le budget de l'État pour le fonctionnement. Il n'y a rien qui viendra payer, je ne sais pas quoi, la voiture de fonction ou quelques dépenses que quelqu'un pourrait considérer comme inutiles. Tout ira dans les travaux. Et je voudrais vous donner une deuxième information. Vous l'avez. Est-ce que vous savez... Moi, j'ai une petite voiture qui roule au gazoil. Peut-être que j'ai tort, puisqu'il paraît qu'il ne faut pas rouler au gazoil. Non. Enfin, pour l'instant, voilà, je l'ai depuis quelques années. Ouais, elle était avant que je sois ministre, que je l'ai achetée avant d'être ministre. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs années. Donc, il y a 4 ans. Voilà. Bon, il y a 4 ans, mais c'est une très bonne voiture. Il pourrait y avoir un bonus, en achetant une voiture électrique. J'ai eu le bonus au moment où je l'ai achetée. Bon. Parce qu'elle est par ailleurs peu consommatrice. Mais bon, je reviens sur l'histoire du gasoil. Oui. Est-ce que vous savez, il y a un an, à combien était le gasoil? Non. 1,36 il y a un an. Oui. À combien il est aujourd'hui? 1,29. 1,29. Il a baissé. Il a baissé, oui, mais là, vous n'y êtes pour rien. Non, bien sûr, mais il a baissé de 7 centimes. Avec 2 centimes, il restera encore une baisse. Il peut monter quand même. Bien sûr. Mais là, il restera encore une baisse. Donc, oui, mais aujourd'hui, dans le cadre des événements internationaux, comme vous le savez, il a plutôt tendance à baisser. Par ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle, non seulement pour chacun des automobilistes, mais aussi pour l'économie française. La baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, voilà 2 bonnes nouvelles pour l'économie française. Il y en a aussi des bonnes nouvelles pour l'économie française. Merci Michel Sapin. Il est 8h57. Merci.